Bonjour, monsieur Jean-Rémy Yama. Bonjour. Vous êtes président d'un parti politique gabonais, PNTP. TP, ouais. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je vais de ce pas vous poser une série de questions concernant la vie politique et sociale du Gabon. Donc, premièrement, la première question que je m'en vais vous poser est de savoir, vous avez malheureusement passé de longs mois d'incarcération au sein de la prison centrale de Libreville et vous avez été libéré après ce coup d'État par l'homme fort du moment, Brice Clotaire Oligui Nguema. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette période, donc cette période passée, et comment cette expérience a-t-elle forgé l'homme politique et syndicaliste que vous êtes, ou du moins l'homme syndicaliste et politique désormais que vous êtes? Merci. Bon, le PNTP, c'est le Parti national pour le travail et le progrès, qui a été créé le 26 janvier 2025. Effectivement, j'ai au total passé 21 mois en prison sous l'ère d'Ali, on va dire ça comme ça. 3 mois en 2016 et 18 mois en 2022-23. Ben, comme j'aime le dire, tout ce que Dieu fait est bon. La prison, c'est pas un lieu maudit. Donc, les grands hommes, plusieurs grands hommes sont passés par là. Effectivement. Et ça m'a forgé. Ça m'a, en tout cas, j'ai plus gagné que perdu. Évidemment, je ne souhaite à personne de faire un séjour en prison. Mais c'était une persécution où à chaque élection présidentielle, on m'envoyait en prison. En 2016, c'était ça. En 2023, enfin 2022, c'était la même chose. Et après chaque élection, souvent, je recouvrais la liberté. Et d'ailleurs, même, c'est ce qui s'est murmuré. En 2022, on disait, bon, monsieur Yama, calmez-vous. Dès que l'élection passera, vous allez ressortir. Bon, bref. Qui vous le disait? Non, mais c'est Les bruits de couloir, les bruits de couloir, et puis certains proches. aussi ma famille, certains amis qui faisaient des démarches pour ma libération, parce que j'étais un prisonnier politique. Les accusations étaient fallacieuses, même si certains disaient qu'il n'y a pas de prisonnier politique au Gabon, mais bon, j'étais un prisonnier politique. Et donc, le plaidoyer qui avait été fait par des amis et autres, ben, le retour qu'on me donnait, c'est que, bon, écoutez, Ali Bongo ne veut pas de toi pendant les élections, donc aucune procédure n'aboutira. Parce que je n'étais qu'en détention préventive, on ne m'a jamais jugé. Wow. Et donc, voilà, c'est les retours que j'avais. Donc, et puis, bon, en tout cas, ça m'a forgé et aujourd'hui, j'ai plus à gagner qu'à perdre. Certains observateurs citoyens estiment que vous n'avez pas manifesté assez de reconnaissance envers les autorités, les nouvelles autorités qui ont perpétré ce coup d'État. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que cette posture manque de gratitude? Cette posture qui a été la vôtre. Oui, tout le monde, enfin, ça revient à chaque fois. Bon, moi, j'ai envie de poser la question à ces personnes. Quel est le format qu'ils veulent que je puisse remercier? Moi, je dis merci au président. Et puis, il faut que les gens comprennent que j'ai été injustement incarcéré. Et donc, c'est une forme de justice qui a été rendue. Ce n'est que réparation. Ce n'est que réparation. Je n'étais pas un condamné à mort où quelqu'un est venu me gracier pour dire il m'a enlevé de la chambre de la mort. Et donc, si je vis, c'est grâce à cette personne. Non. Je pense que il y a eu un concours de circonstances. N'oublions pas, et ça certains l'ignorent peut-être, la société civile, quand elle a rencontré le président Oligui, je crois avant la prestation de serment, mais ma sortie de prison était une des revendications de la société civile. Les partis politiques, quand le président rencontre les partis politiques, ma sortie de prison était également une revendication des partis politiques.
Donc c'était beaucoup plus des revendications mais bien sûr, mais multi... je vais plus loin. C'est que même quand le président rencontre la communauté internationale, c'est-à-dire les diplomates, mais la libération des prisonniers politiques est également une revendication, on va dire, des diplomates qui veulent qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques pour assainir. Alors, donc c'est-à-dire que pour montrer véritablement voilà, une rupture avec l'ordre passé, on va dire qu'il était contraint, obligé de... J'ose pas dire contraint, mais en tout cas, il y avait la pression, parce que le contraire aurait été difficile. Qu'on veut changer les choses et qu'on maintienne ceux qui sont injustement, et surtout que, un procès devait dévoiler un peu toute cette tricherie. Donc, et quand je sors de prison, je dis merci au président Oligui. D'ailleurs, j'adresse une correspondance le 11 septembre. Je sors le 5, le 11, j'adresse une correspondance pour dire merci au président et demander une audience, qui ne m'a jamais été donnée. Mais, en tout cas, ça s'arrêtait là. Et je suis un homme libre. Tout à fait. Voilà. Et donc, rien ne m'obligeait à rester comme un mouton qu'on attache et que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Non, je suis désolé. Donc, ma conscience est tranquille. Une justice a été rendue, entre guillemets, parce que je suis sorti. Maintenant, je dis merci à ceux qui l'ont fait et ça s'arrête là. Depuis sa sortie de prison le 5 septembre 2023 et sa nomination au Sénat de la Transition, Jean-Rémy Yama ne s'était pas encore publiquement exprimé. Pour sa première sortie, le membre de la centrale syndicale Dynamique Unitaire a fait le point de ses attentes. Ma petite mise en réserve a été naturellement dictée par le besoin de réparer ma santé physique. Je suis toujours dans l'attente de l'issue des enquêtes des 3 mises en examen prononcées contre ma personne par les juges d'instruction. J'attends de la justice qu'elle fasse son travail pour ces 3 affaires qui m'ont valu des placements sous mandat de dépôt. Je refuse à nouveau d'être sous le rouleau compresseur de l'appareil judiciaire dans une nouvelle affaire judiciaire orchestrée à des fins politiciennes. Pour le syndicaliste, la période de transition que connaît le Gabon depuis le 30 août 2023 devrait permettre de procéder à une rupture avec le mode de gouvernance de l'ancien régime, notamment sur la question de la séparation des pouvoirs. Je prends à témoin l'opinion publique en rappelant que le fondement d'un État de droit est la séparation des pouvoirs pour une justice libre de toute emprise. Un développement n'est logique que s'il est accompagné du partage, de l'inclusivité et de l'équité. En un mot, d'une rupture systémique avec l'ordre ancien. Le Gabon est confronté à de sérieux défis et la période de la transition doit servir à mieux faire. En détention en mars 2022, puis libéré grâce à un décret du président gabonais de la transition après avoir passé 18 mois à la prison centrale de Libreville, Jean-Rémy Yama dit demeurer engagé dans son combat syndical, à savoir lutter contre la malgouvernance et la défense des intérêts généraux pour le bien des travailleurs gabonais. Monsieur Jean-Rémy Yama, quelle est la nature actuelle de vos rapports avec le général Brice Clotaire Oligui Nguema ? Vous considérez-vous comme un partenaire du régime actuel ou plutôt comme un observateur critique ou comme un opposant ? Je vous l'ai dit, je suis président d'un parti politique, le PNTP, et le PNTP est un parti de l'opposition. Qui est un parti de l'opposition, d'accord, qui n'est pas rattaché à la majorité présidentielle. Non, on ne peut pas être à la majorité présidentielle et être dans l'opposition. Il faut que les gens soient conséquents, parce que c'est vrai, on a connu par le passé des gens qui disaient « je suis opposant, mais je viens donner un coup de main au président tout en restant opposant ». Non, ça n'a pas de sens. Ou on est de la majorité, ou on est de l'opposition. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans une de mes sorties, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de clarifier aussi la situation, qu'on sache quels sont les partis politiques qui respectent les conditions des nouvelles dispositions de la loi sur les partis politiques
Et puis, combien y a-t-il de partis de l'opposition et combien y a-t-il de partis de la majorité? Donc, c'est opposition-majorité. On ne peut pas être les deux en même temps. Donc, le PNTP est un parti de l'opposition. Moi, je suis de l'opposition, puisque on s'oppose à quelque chose et on fait des propositions. N'oubliez pas que j'ai été candidat en 2025. Peut-être qu'on y reviendra. Alors, donc, je me suis opposé au président et en même temps aux législatives également. Bon, bref, avec tous les déboires que j'ai connus, on y reviendra peut-être. Donc, la ligne politique du PNTP est claire, c'est un parti de l'opposition. Justement, vous avez évoqué l'élection présidentielle passée de 2025, ainsi que les législatives. Pensez-vous que votre empêchement à participer à cette joute électorale était véritablement ciblé contre votre personne? Ah oui, ça, sincèrement, comme disent certains d'ailleurs, qu'on va réécrire la loi au Gabon, en fait. Disons que les juristes auront de la matière à enseigner aux étudiants avec tout ce qui s'est passé. Parce que j'étais candidat en 2025. Ma candidature a été rejetée, mais sans lire le droit, en fait. Surtout qu'il faut dire qu'au cours du régime précédent, vous avez été candidat et élu, malgré les déboires. Là, ce sont les législatives. Les législatives. D'abord au présidentiel. Vous voyez, voilà pourquoi je parle de continuité avec le système Ali. Je fais ce point de presse. C'est pour dénoncer la mascarade qui s'est produite le 9 mars, orchestrée par le ministre de l'Intérieur. Oui, ils nous ont promis une élection transparente, crédible, mais dès le commencement, ils choisissent les personnes avec lesquelles ils veulent concourir. Et c'est sur l'article 170 que le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur et la commission dont il préside se sont appuyés pour m'exclure parce que je n'ai pas produit l'acte de naissance de mon père qui prouve que mon grand-père est gabonais. Parce que c'est ça qui est attendu. C'est-à-dire qu'il faut présenter l'acte de naissance du père ou de la mère pour prouver que ton grand-père ou ta grand-mère sont gabonais. C'est l'article 179 qui donne la liste des pièces à fournir pour le dossier de candidature. Et je vais vous faire la lecture de ces pièces. C'est la loi qui le dit. Article 179. Les déclarations de candidature sont déposées en 3 exemplaires au siège du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, donc un exemplaire pour le ministère de l'Intérieur, un pour l'ACER et l'autre pour la Cour constitutionnelle. Chaque dossier de candidature doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter les éléments suivants. Et on liste ces éléments. Une déclaration de candidature, c'est dans le dossier. Un extrait d'acte de naissance légalisé, c'est dans le dossier. Un extrait de bulletin numéro 3, c'est-à-dire le casier judiciaire, c'est dans le dossier. Une photographie et un signe distinctif, donc choisi pour les affiches, c'est dans le dossier. Ensuite, un certificat médical, c'est dans le dossier. Ensuite, un certificat de résidence, c'est dans le dossier. Un récépissé de déclaration des biens, c'est dans le dossier. Et une attestation d'aptitude linguistique, c'est dans le dossier. J'ai eu mention excellent. Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant ne posséder que la nationalité gabonaise, c'est dans le dossier. Un justificatif de rénonciation à toute autre nationalité, c'est dans le dossier. Une quittance de paiement au trésor public de 30 millions, c'est dans le dossier. Un récépissé de dépôt de candidature, ensuite il est dit, un récépissé de dépôt de candidature est délivré à l'intéressé.
Et on m'a délivré un récépissé de dépôt de candidature. Ensuite, le ministère, écoutez bien, le ministère de l'Intérieur examine les dossiers de candidature conformément à la loi. Conformément à la loi. Mais c'est l'article 179 de la loi qui donne la liste des pièces à fournir. Sur cette liste, il n'y a pas d'acte de naissance du père, il n'y a pas d'acte de naissance de la mère. Donc, en réalité, c'est une invention, ou, pour être plus poli, c'est une interprétation du ministre de l'Intérieur, qui ne s'appuie ni sur un décret, qui ne s'appuie ni sur un arrêté. Ali, lui, il m'empêchait d'être présent pendant les présidentielles. En 2016, je n'ai jamais voté pendant qu'Ali était au pouvoir. Il est arrivé en 2009. En 2016, je n'ai pas voté. J'étais en prison. En 2023, je n'ai pas voté. J'étais en prison. Donc Ali m'empêchait, en fait, de manifester une quelconque, que ce soit candidature ou un quelconque soutien à qui que ce soit. Le président Oligui arrive. 2025, avril 2025, ce sont les élections. Je suis candidat. La stratégie change. Ouais. Voilà. On m'empêche tout simplement d'être candidat. Mais de quoi avait-il peur? Que ça soit sous l'ancien régime ou sous le nouveau régime? Là, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Donc, en 2025, contre toute attente, ma candidature a été rejetée. Ça fait beaucoup de bruit. Les gens pensaient même que je n'avais pas d'acte de naissance, que je n'étais pas gabonais. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Dieu merci, je crois que beaucoup savent d'où je viens et ils connaissent bien mes origines. Et je vais arriver aux législatives. Mais aux législatives, ça a été rocambolesque. C'est là où le siège sur lequel j'ai gagné l'élection étant en prison. C'est le 4e siège de Moulondo. En 2023, j'ai obtenu 64%. Ce siège-là, la Cour constitutionnelle a invalidé ma candidature. Et au local, ça a été vraiment des micmacs. Il a fallu que le Conseil d'État intervienne pour que ma candidature, enfin, la liste que je conduisais, soit validée 2 jours avant le scrutin. 2 jours. À croire que l'acharnement continue. Quoi. Oui, l'acharnement continue. Mais en fait, c'est subtil. Vous savez, avec Ali, on trichait, enfin, il trichait après les élections. Et ça causait trop de bruit. J'ai l'impression maintenant que le système actuel veut que ce soit en amont au lieu d'intervenir en aval. C'est-à-dire, le président choisit avec qui il va concourir, purement et simplement. Et quand on arrive aussi au local et aux législatives, c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire, les petits roitelets qui ont soutenu le président sont probablement allés lui dire Monsieur le Président, nous aussi, on veut choisir les gens avec qui nous allons aller en compétition. Voilà pourquoi il y a eu un cafouillage terrible. Plus de 8 sorties de liste de la commission. Plus de 8 fois la liste est sortie, ce qui est impensable. Alors que dans l'esprit du code électoral, mais le ministère de l'Intérieur ou la commission ne publie que 2 fois. Effectivement. La première fois, c'est la fois qui permet de faire des recours. Et la deuxième et dernière fois où la commission publie, c'est lorsque elle tient compte des recours qui ont abouti. Donc on ne doit avoir que 2 publications. Mais effectivement, là, on en a eu 3 au moins. Mais non, je vous dis presque 8. Wow. Et oui, on les comptait, puisqu'à chaque fois, il fallait regarder si nos candidats étaient... enfin, ils figuraient sur des listes. Donc, c'est la preuve du cafouillage, parce que chaque roitelet voulait écarter certains compatriotes. Et aujourd'hui, ça pose le problème de la légitimité de l'Assemblée actuelle. Donc, bref, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur le plan politique. 3 ans après le coup d'État, donc
la transition, ensuite cette année d'élection à partir de 2025. Quel bilan faites-vous 3 ans après ce coup d'État? Quel bilan faites-vous de la situation actuelle du Gabon? Je crois que la réponse, elle est de fait, parce que si le bilan était positif, moi je pense que je serais un partenaire par rapport à votre question que vous avez posée précédente. Je serais un partenaire du pouvoir actuel. Si je suis un opposant, c'est parce que j'estime que le bilan n'est pas positif. Alors, les gens vont dire, oui, mais on est en train de travailler. Vous savez, moi je suis physicien, je vais encore utiliser une notion de physique. Entre le flux sortant et le flux entrant, qu'est-ce qui est intéressant? C'est le flux sortant. C'est ce qui change les conditions des Gabonais. C'est ça que les gens veulent. C'est pas ce qui est rentré. Si vous avez une bouteille de gaz, vous avez un réchaud, vous ouvrez votre bouteille de gaz, le gaz circule. Mais si vous mettez l'allumette et qu'il n'y a pas le feu sur la gazinière et que vous ne pouvez pas préparer un plat, ben, vous allez constater qu'on n'a pas de gaz. Même si la bouteille est là, parce que la gazinière, probablement, elle est défaillante. Défectueuse. Voilà. Donc, il faut que les gouvernants sachent que ce qui est important, ce n'est pas le flux entrant, c'est le flux sortant. C'est-à-dire ce qui change dans les conditions des Gabonais. Donc, de mon point de vue, le bilan est négatif parce qu'en 3 ans, par exemple, les régularisations des situations administratives, pour venir là-dessus, la dette des Gabonais, moi j'insiste là-dessus. En 3 ans, on pouvait payer les rappels. On pouvait régulariser les situations. Nous y reviendrons sur cette partie. Et ça me conduit à vous poser la question de savoir sur le fait que beaucoup s'inquiètent de certaines pratiques qu'il y a eu par le passé, mais qui tendent à revenir. Donc, que pensez-vous de l'état réel de la démocratie aujourd'hui au Gabon? Est-ce qu'elle est réellement en train de se reconstruire ou craignez-vous que ça ne soit en réalité qu'une simple transition de régime autoritaire? Bon, les mêmes causes, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Lorsque le président s'entoure à 90% du même personnel qui était autour du président Ali, mais vous pensez que toutes les décisions qu'Ali prenait venaient seulement de lui? Non. Ça choquait certains quand je disais que pendant le procès, que je n'étais pas le prisonnier d'Ali Bongo, j'étais le prisonnier du système. Tout à fait. Mais il se trouve que ce système était représenté par Ali Bongo à cette époque. Aujourd'hui, le système n'a pas changé. Ça, je crois que les Gabonais se rendent compte. La tête a changé, mais le système n'a pas changé. Et donc, par conséquent, oui, nous assistons au même travers. Mais moi, je ne suis pas très déçu. Ma principale déception vient de mes, je vais dire, camarades, mes amis avec qui nous étions dans la société civile, avec qui nous défendons les mêmes principes. Voyons que ces principes-là sont en train d'être bafoués. Pourquoi se taisent-ils? Le reste, le PDGiste qui était avec Ali, qui est aujourd'hui avec le président Oligui, pour moi... Une continuité. Voilà, c'est une continuité, donc il est égal à lui-même. Mais ceux qui ont combattu Ali, ceux qui ont combattu pour qu'il y ait un état de droit, comment peuvent-ils accepter que dès que vous critiquez, on vous envoie en tôle? Parce que ceux qui veulent des différences, moi je peux dire, j'ai fait la prison 2 fois à l'époque d'Ali, mais ça n'a jamais été à cause des paroles que je prononçais. Aux assemblées générales, j'ai dit des choses dures contre Ali. D'ailleurs, l'intime conviction, en 2019, où j'ai dit, nous avons l'intime conviction qu'Ali Bongo est mort et qu'il n'existe plus. Évidemment, ça a été précisé plus tard qu'il ne s'agissait pas d'une mort physique. Mais je crois que si ça avait été dit... Voilà. Mais si ça avait été dit maintenant, mais personne n'a fait la prison. C'est vrai, il y a eu des arrestations à un moment,
Mais personne n'est allé en prison pour ça. Bon, bref, voilà pourquoi je dis le président n'a pas d'excuses, parce qu'il était au renseignement, il sait qui est qui. Nos amis, mes amis avec qui nous étions dans la lutte, ils n'ont pas aussi d'excuses, parce que nous nous battons pour qu'il y ait un état de droit, nous ne nous battons pas contre des individus. Tout à fait. Et ça nous permet de faire une transition sur, vous l'avez dit, la société civile, le syndicalisme. Les syndicats sont des membres de la société civile. Donc aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que l'espace de contestation et du dialogue social est plus restreint parce que, voilà, ce sont des militaires aujourd'hui au pouvoir, bien que ayant revêti la veste de civil? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'expression en tant que membre de la société civile, en tant que syndicaliste, est restreint par rapport au passé? Ou c'est selon? Non, je ne porterai pas de gants là-dessus parce que, vous savez, le premier signal qui avait été lancé, c'était lorsqu'on a rasé les têtes des syndicalistes de la SEG. De la SEG, oui. Ça avait scandalisé tout le monde. Violation des droits de l'homme. Et voilà. Ça avait scandalisé tout le monde. On n'avait jamais vu ça. Je pense que le système actuel ne veut pas de la contestation. Voilà pourquoi je l'ai dit. On est dans une république de l'obéissance. Il faut obéir. D'ailleurs, le général Oligui, au cours d'un de ses meetings, l'avait dit, qu'il ne veut pas de contestation. Voilà. Or, c'est la contestation qui fait avancer. C'est la contradiction qui fait avancer les choses dans un pays. Donc, les pays les plus nantis aujourd'hui, enfin, ce sont des pays où les syndicats occupent un rôle important. Parce que le syndicaliste, c'est le partenaire. Ce n'est pas l'opposant. Et quand j'ai vu le président Oligui s'entourer des mêmes syndicalistes qui étaient à l'époque d'Ali, c'est-à-dire que les mêmes qui faisaient le konabélisme avec Ali Bongo, c'est les mêmes qui sont autour du président Oligui, j'ai compris alors que il n'y avait pas une volonté pour mettre le syndicaliste à sa place, pour qu'il soit responsable, parce que c'est lui qui tire la sonnette d'alarme. Surtout que le syndicaliste n'est pas l'ennemi du pouvoir, mais plutôt... Mais vous savez, aux États-Unis... Il aide le pouvoir à améliorer les différents manquements. Mais aux États-Unis, je vais vous dire, et dans beaucoup d'autres pays, lorsque vous travaillez, c'est presque une obligation de s'affilier à un syndicat. Dans certains pays, c'est une obligation. Parce que l'employeur ne veut pas discuter avec tout le monde. Il veut discuter avec des représentants. Et donc, on vous demande de vous affilier à un syndicat. En Allemagne, 9 travailleurs sur 10 sont syndiqués. Donc, un syndicaliste est un partenaire. C'est pas un opposant. Même qu'on voit ici en France, les forces de défense et de sécurité ont des syndicats aussi. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, enfin les policiers, il n'y a que l'armée où il n'y a pas de syndicat. Mais les sapeurs-pompiers ont un syndicat. Le ministère, enfin disons les policiers ont un syndicat. Regardez le recul. Pour montrer l'exemple. La douane avait un syndicat. Oui, effectivement. Aujourd'hui, la douane n'a plus de syndicat. Et il ne serait pas surpris que les eaux et forêts aussi n'aient plus de syndicats. Oui, puisqu'ils ont été affiliés. Voilà. Alors donc, vous voyez qu'on est en train de restreindre davantage les libertés individuelles qu'auparavant. Et ça, c'est un véritable constat. Et je vais encore ajouter, vous savez, quand il y a eu le débat, si on a un peu le temps, sur les collectifs, il y en a qui disaient que les collectifs sont illégaux. Il se trompait. Ça, je vous dis. Tout à fait. Monsieur Rikoula, les collectifs sont légaux. Les collectifs, les mouvements sont légaux. Non, mais déjà, notre loi le consacre. Je peux citer la loi 1/2005 sur le statut de la fonction publique. Dans les commissions paritaires, il est bien dit qu'il y a des représentants des travailleurs
des travailleurs syndiqués et les représentants des travailleurs non syndiqués. Alors, quand la loi reconnaît déjà les travailleurs non syndiqués, ça veut dire que la loi reconnaît les collectifs. Mais c'est une aberration aussi. Moi, j'ai combattu cette inscription dans la loi. Pourquoi ? Mais parce que les travailleurs non syndiqués ne sont pas organisés. Là, exceptionnellement, on a un collectif. Mais ça, c'est des mécanismes pour tuer le syndicalisme. Et il n'y a quasiment qu'au Gabon où il y a des textes de loi où les travailleurs non syndiqués sont représentés. Mais comme dans certaines administrations, ils ne sont pas organisés, en réalité, c'est des postes que l'employeur utilise pour mettre qui il veut. Voilà. Question sur l'économie. Les perspectives à venir du Gabon sont sombres. Les indicateurs économiques et le niveau d'endettement du pays inquiètent. Partagez-vous l'avis de ceux qui prédisent des lendemains difficiles pour l'économie gabonaise? Pourquoi vous parlez des lendemains? Parlez d'abord d'aujourd'hui. C'est déjà difficile aujourd'hui. Effectivement. Des lendemains encore plus difficiles. Voilà. Les lendemains seront encore beaucoup plus difficiles. Parce que, attendez, les charges ont augmenté. Mais les salaires n'ont pas augmenté. J'ai fait une publication tout dernièrement sur la retraite. Avec les chiffres. Le retraité, à ne pas confondre avec l'arrimage du nouveau système. Non, ça n'a rien à voir. Mais le retraité d'hier et le retraité de demain n'auront pas le même salaire avec les mêmes revenus. Les prélèvements ont augmenté, surtout les prélèvements. Les points d'indice ont baissé. Ce qui fait que le pouvoir d'achat baisse. Et si le pouvoir d'achat baisse... En plus de l'inflation. Bien sûr. Alors que le pouvoir d'achat devait être arrimé à l'inflation. Donc, non, c'est des lendemains difficiles. Maintenant, quant au débat sur la dette, certains parlent de... Non, ce qui est sûr, notre dette a augmenté. On n'a peut-être pas les chiffres exacts. Certains parlent de 80% du PIB. Mais il y a 3 ans, ce n'était pas la même chose. Vous savez, M. Rekoula, moi, j'ai prié Omar Bongo, je n'avais aucun problème avec lui, même si j'ai commencé l'opposition. Aucun problème personnel, mais juste avec sa gestion des choses. On s'entendait bien. Voilà. Lui, il ne m'a jamais amené en prison, il ne m'a jamais même fait convoquer par un commissariat. Mais j'avais souhaité voir l'après-Bongo. Parce que, dans mon esprit, celui qui devait venir après Bongo devait faire mieux que Bongo. Même si c'était le fils. Un enfant doit faire mieux que son père. Tout à fait. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais ma déception fut grande quand je constate, quand je fais le bilan d'Ali Bongo, il est plus catastrophique que celui d'Omar Bongo. Ça, de mon point de vue. Mais moi, j'ai voulu voir aussi l'après-Ali. L'après-Ali, c'est Oligui. Alors, vraiment, je n'ai pas envie d'être déçu encore une fois de plus. Et c'est la raison pour laquelle, bien qu'étant déçu après 3 ans, mais je fonde quand même l'espoir qu'il se ressaisira. Que le président va peut-être se ressaisir. Il y en a qui disent qu'il ne se ressaisira pas. Peut-être qu'ils ont raison, mais j'en sais rien. Mais je me dis, même si c'est 0,001% de chance qu'il se ressaisisse, eh bien, qu'il se ressaisisse sincèrement pour que sa gestion soit meilleure que celle d'Ali et que plus tard, elle soit meilleure que celle d'Omar Bongo. Il ne faut pas qu'on aille toujours vers le fond. Donc, malheureusement, c'est ce que je constate. Que pensez-vous de la reprise en main par l'État gabonais de la SEG ou du rachat des actifs d'Assala? Dans le contexte de notre économie, est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que, selon vous, on peut dire que nous jouissons de ces rachats qui nous ont été présentés comme étant déjà un pas vers notre souveraineté en ce qui concerne Assala pour le pétrole, mais aussi une manière pour eux de reprendre en main pour assainir et permettre aux Gabonais d'avoir de l'eau, de l'électricité. Que pensez-vous de ça?
C'est toujours la même chose. Le résultat, c'est quoi? C'est le flux sortant. Qu'est-ce qu'on constate? Que nous avons des problèmes d'électricité, il y a des coupures, on a des problèmes d'eau. Même la province du Wellington, où on disait qu'il devait avoir l'interconnexion avec la Guinée équatoriale, il y a aussi des coupures là-bas. Cette interconnexion qu'on nous a vendue, qu'est-ce que ça a donné? Non, moi je pense que le problème du Gabon, c'est pas tant de réclamer la souveraineté, c'est d'abord la gestion. Si on n'est pas capable d'avoir de la rigueur dans la gestion, si on n'est pas capable de gérer déjà son patrimoine, l'existant, mais ça ne sert à rien d'acheter. Pour le cas d'Assala, par exemple, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on voit les bienfaits de ce rachat 3 ans après? Non, mais il faut qu'on le voit à travers la loi de finances. C'est là qu'on doit voir ce qui est bien. C'est quand on regarde la loi de finances, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que l'achat d'Assala nous a rapporté jusqu'à présent dans la loi de finances? C'est quel apport, concrètement? On n'y voit pas. Donc, de mon point de vue, c'est comment dire ça? C'est de la poudre aux yeux. On fait pour bien faire, mais le flux sortant, malheureusement, il n'est pas à la hauteur des attentes. Moi, j'aime toujours parler en termes de flux sortant. Je ne regarde pas les efforts que les uns et les autres font. C'est le résultat. La finalité. Des efforts, la finalité. Voilà. Et effectivement, comme le disait un contemporain qui aujourd'hui nous a quittés, qui au cours d'une session à l'Assemblée nationale s'exprimait face à un ministre, disait au ministre que vous nous parlez de microéconomie, mais le peuple, ce qu'il attend, ce sont des résultats. Donc, d'où le flux sortant. Le flux sortant, c'est ce qui est important. Voilà. Il y a eu le coup d'État, il y a eu une loi d'amnistie qui a été fait voter au cours du référendum, mais jusqu'à ce jour, aucun Gabonais ne sait quelles sont les personnes qui sont inscrites sur cette fameuse liste. Avez-vous une idée ou avez-vous lu cette liste? Alors là, vous savez, c'est ça le paradoxe de notre pays. Je me rappelle, puisque j'étais parlementaire de la transition. De la transition. Mais on a exigé à un moment cette liste. Mais évidemment, ceux qui ont exigé cette liste ont été mis en minorité. Parce que ça relève du bon sens. On ne peut pas faire un texte d'amnistie si on ne connaît pas les personnes amnistiées. On n'amnistie pas au futur. Donc, malheureusement, jusqu'à présent, on nous a dit que la liste devait être connue, mais je crois que jusqu'à présent, cette liste n'est pas connue. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, Monsieur Jean-Rémy Yama. Si vous deviez avoir un rôle dans ce pays, quel serait votre rôle? Qu'est-ce qui... déjà, vous l'avez en tant comme politique, en tant qu'opposant, mais je veux dire, qu'est-ce que vous mettrez en place, là, déjà, par rapport à votre parti politique et par rapport à tout ce qui accourt actuellement pour véritablement bousculer les choses, changer les choses? Est-ce que vous êtes prêt également à vous associer à d'autres, tels que le président Albert Ondo Ossa? Qu'est-ce que vous mettez en place? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'opposition est un peu dormante au Gabon. Bon, c'est vraiment un mot de fin. C'est une question très importante. J'espère que très rapidement, je vais essayer d'être très concis là-dessus. C'est fondamental. Déjà, je voudrais donner de l'espoir aux Gabonais. Pour dire, ne perdez pas espoir. Parce que c'est ce que les gens veulent. Qu'on dise, on ne pourra jamais. On va encore faire comment? On va encore faire comment? Non, ne perdons pas espoir. Parce que moi, on me l'a dit. Que tu ne changeras rien là. Prends ta part. Occupe-toi de ta famille. C'est pas toi qui vas changer quoi que ce soit là. Le système là, il est profond. Mais aujourd'hui, c'est vrai, j'ai atteint la soixantaine. Mais moi, je continuerai mon combat. J'ai commencé mon combat étudiant. Étudiant, j'étais opposant. Vous savez ma première grève? Non. J'étais en 3e. Wow. Collège d'enseignement nomade de Ntoum. On a bloqué la Nationale 1. J'ai été renvoyé de tous les établissements du Gabon si je n'obtenais pas mon BPC. C'était une décision nationale. En 87, à l'USTM. Évidemment, j'ai obtenu mon brevet. Voilà pourquoi j'ai poursuivi. 87, à l'USTM.
la première grève, parti unique, je faisais partie des meneurs. Ça, je vous le dis. Donc, mon combat, j'ai commencé étant étudiant. Je suis resté constant. Le professeur Ondosa fut un de mes maîtres à l'IOB. Ce sont eux qui ont commencé avec le SNEC. Je ne vois pas pourquoi je serais contre lui. Et comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas un seul Gabonais que je dirais, celui-là, je n'en veux pas. Même ceux qui m'ont fait du mal, je les pardonne tous. Donc, moi je dis, il y a de l'espoir toujours. Et il faut qu'on continue à se battre. L'opposition, c'est vrai, elle ne parle pas beaucoup. Mais je vais vous dire, entre autres, notre plus grande faiblesse, ce sont les moyens financiers. Certains disent, oui, mais non. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'esprit du sacrifice. Le Gabonais n'arrive pas à comprendre que action, réaction. Mais est-ce que ce n'est pas un peu de votre faute si aujourd'hui le Gabonais n'est pas prêt à ce sacrifice? Parce que je me rappelle oui, du temps de Mamboundou, par exemple. Mais je comprends. Il y a eu des déceptions. Mais voilà pourquoi j'ai dit, gardons toujours l'espoir. Parce que le vrai qui amènera le changement, comment dire, Dieu ne nous enverra pas un SMS pour dire M. Rekula, M. Yama, ou bien M. Ondosa, ou M. Tel, c'est celui-là le bon. Effectivement. Non, personne ne viendra le faire. Mais nous devons toujours garder l'espoir. Est-ce que vous vous abandonnez Dieu parce que le pasteur a failli? Non. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des hommes politiques qui font n'importe quoi que vous allez abandonner. Et d'ailleurs, je profite de votre antenne pour vous dire, la semaine prochaine, je vais lancer un appel à contribution pour soutenir l'action politique. Parce qu'on veut aller loin et sans moyens financiers, on n'y arrivera pas. Donc, gardons l'espoir. Et le travail que vous faites aussi, on doit vous soutenir. On doit, en fait, vous encourager. Oui, quand c'est pas bon, dites que c'est pas bon. Et quand c'est bon, dites que c'est bon. Merci, Président Jean-Rémy Yama. C'est moi qui vous remercie. J'espère vous avoir pour un prochain passage je serai toujours sur des disponible. Questions d'actualité. Je serai toujours disponible. Vous avez mon contact. Appelez-moi. Même en visioconférence, je parlerai toujours. Moi, je n'ai jamais refusé une invitation. Merci. Merci à vous.